Donc, au nom de tous les médecins présents, je remercie l'association du groupe scientifique de médecine famille pour leur effort de préparer cet événement, réussi d'ailleurs. Donc, félicitations. Et on va aller de l'hypertension et de la cardiologie à un autre sujet très, très intéressant et très fréquent dans l'activité du médecin généraliste. C'est le syndrome intestinal irritant et les SIBO. Avec les découvertes sur le microbiote, donc il y a beaucoup de choses à traiter. Et on a le plaisir de traiter ce sujet avec le professeur Taheri. Professeur Taheri, c'est un professeur à la faculté de médecine de Casa et chef de service de gastro-entérologie à l'hôpital à Casa. Et c'est le président de la Société marocaine des maladies de l'appareil digestif. À vous la parole, professeur Taheri. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier la GSMF pour l'invitation et surtout pour le choix de la thématique. La thématique du syndrome de l'intestin irritable. Alors, avec mon ami Bentouel et de commun accord, on a décidé de parler uniquement du syndrome de l'intestin irritable parce qu'il faudrait, bien évidemment, il faudrait absolument maîtriser le syndrome de l'intestin irritable, son diagnostic, avant de se lancer sur le syndrome, le SIBO, parce que c'est beaucoup plus compliqué et vous allez voir que c'est un diagnostic différentiel qu'on va aborder lors de notre exposé. Alors, syndrome de l'intestin irritable au quotidien. Alors, comme vous le savez, le syndrome de l'intestin irritable est une pathologie qui est très fréquente. Alors, si on prend cette salle, il y a au moins 20 personnes, 20% des présents qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est vraiment très fréquent. C'est un motif qui est fréquent aussi bien qu'en gastro-entérologie, en consultation de gastro-entérologie, mais aussi de médecine de famille. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de manifestations extradigestives qui expliquent que, en fait, les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable vont un peu consulter en cardio, en psychiatrie, parce qu'il y a des associations avec le syndrome anxieux, avec la dépression. Son tableau clinique, il n'est pas spécifique. Et ça, c'est la difficulté du syndrome de l'intestin irritable. En fait, quand vous avez quelqu'un qui a des douleurs abdominales, un ballonnement et des troubles de transit, ça peut être toute la pathologie digestive. Et c'est là la difficulté de poser le diagnostic. Donc, il y a une démarche diagnostique qui doit être rigoureuse pour ne pas passer à côté de pathologies organiques. C'est une maladie par essence qui est chronique. Je pense qu'il y a un problème sur le sang. Non ? Vous m'entendez au fond? Très bon. C'est une maladie qui est chronique, donc par essence incurable. Donc le traitement, en fait, il n'est que suspensif. Et comme vous l'a introduit mon ami modérateur, en fait, il y a un rôle qui est prépondérant des anomalies du microbiote et la dysbiose. Alors, le syndrome de l'intestin irritable pose beaucoup de problèmes parce que c'est une maladie qui est bénigne et fonctionnelle et qui est très fréquente. Et la hantise du médecin généraliste, du gastro-entérologue, c'est de passer à côté d'une pathologie organique. Donc, il faudrait bien évidemment savoir quand est-ce qu'on pourrait dire c'est un syndrome de l'intestin irritable et quand est-ce qu'on pourrait suspecter autre chose, d'accord, et demander, parce que la grosse question, quand est-ce qu'on devrait demander une coloscopie. Les symptômes sont très variables. Vous allez voir que le syndrome de l'intestin irritable, grossièrement, c'est 3 types de symptômes. C'est le ballonnement abdominal, la douleur abdominale et les troubles de transit. Malheureusement, il n'y a pas de test diagnostique précis. Donc souvent, on disait que c'était un diagnostic d'exclusion. Mais ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas vraiment un diagnostic d'exclusion, parce qu'on ne peut pas tout exclure avant de retenir le syndrome de l'intestin irritable. Vous allez voir qu'il y a une démarche pour le diagnostic. Et l'idée, c'est d'éliminer à chaque fois qu'on peut, la pathologie organique. Donc c'est vraiment une pathologie qui a un impact très important sur la qualité de vie. Vous voyez ici que, par exemple, le syndrome de l'intestin irritable, regardez ici en haut, ben, il fait comme altération de l'état général ce que fait l'asthme, la migraine, la polyarthrite rhumatoïde et les troubles paniques. Donc c'est vraiment une pathologie qui impacte la qualité de vie et c'est des patients qui vont consulter et reconsulter parce que vraiment, ils ont une altération de la qualité de vie.
Alors, sur le plan physiopathologique, il y a plusieurs anomalies. Il faudrait retenir essentiellement deux. Il y a l'hypersensibilité viscérale, et c'est un socle physiopathologique qui est en commun avec d'autres pathologies fonctionnelles et dans la dyspepsie, ce qui explique qu'il y a un chevauchement entre la dyspepsie et le syndrome de l'intestin irritable. 50% des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils ont de la dyspepsie et vice-versa. Et il y a essentiellement des anomalies du microbiote. Ces anomalies du microbiote peuvent être à l'origine en fait de troubles moteurs, d'intolérance à certains nutriments, à une perméabilité intestinale qui est accrue et à une perturbation du dialogue entre l'axe cerveau-intestin. Alors j'aimerais vous poser une question avant d'avancer. Quelle est votre approche diagnostique pour le syndrome de l'intestin irritable? Quand est-ce que vous dites à un patient, vous avez un syndrome de l'intestin irritable? Si je peux prendre 2 ou 3 réponses. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Ça touche votre pratique clinique quotidienne. Quand est-ce qu'on peut le dire? Un micro, s'il vous plaît. 2 ou 3 questions. Alors la fréquence et la durée, c'est-à-dire une fois par semaine au plus de 3 mois. D'accord, quoi? Troubles de transit, diarrhée, douleur abdominale, tous les symptômes. Très bien. Douleur abdominale, très bien. Donc ça, quand vous avez ça, vous dites qu'il y a un syndrome de l'intestin irritable. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'on peut... Il y a la moitié de la réponse. Après élimination d'une pathologie organique. Alors, comment on peut éliminer les causes organiques? Alors, allez-y, prenez le micro. Pardon? Donc, on peut demander la calprotectine fécale, la recherche du sang dans les selles. D'accord, donc vous partez directement sur la biologie. Est-ce que cliniquement, on devrait rechercher des signes qui ne sont pas compatibles avec le syndrome de l'intestin irritable? Parce que ce qu'a dit Oustad, c'est vrai, quand vous avez des douleurs abdominales avec un critère chronologique, voilà, il faudrait avoir des signes qui ne sont pas compatibles avec le syndrome de l'intestin irritable. Quelqu'un qui a maigri ou qui a du sang dans les selles, qui a des rectorragies, même s'il correspond à cette définition, parce que si vous prenez quelqu'un qui a un cancer du côlon, ben, il a une douleur toutefois avec des troubles de transit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a un syndrome de l'intestin irritable. D'accord? Donc il faudrait, la première partie, il faudrait que ça cadre avec le syndrome de l'intestin irritable. Et ça, c'est les critères de Rome 4. Mais il faudrait absolument qu'il n'y ait aucun signe qui est incompatible avec le syndrome de l'intestin irritable. Et ça, c'est des signes qui sont obligatoires à connaître par le médecin gastro ou médecin généraliste. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un qui a des douleurs abdominales associées à des troubles de transit, mais qui fait des rectorragies ou des mélénas, c'est incompatible avec le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Alors, deuxième question, est-ce que le bilan est obligatoire ou pas? Est-ce que, dans votre pratique, la case bilan biologique est obligatoire avant de se prononcer sur le syndrome de l'intestin irritable ou c'est facultatif? Est-ce que c'est en fonction du patient? Alors, ceux qui le font systématiquement, non, la chronicité fait partie des critères pour dire que c'est probablement un syndrome de l'intestin irritable. Moi, je vous pose la question, est-ce que la biologie est obligatoire? Est-ce qu'un minimum de biologie est obligatoire? Ceux qui disent que c'est obligatoire, il y a 5%. Donc, j'ai bien fait d'être là. La biologie est obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est la coloscopie. D'accord? Vous allez voir qu'il y a un minimum de biologie à demander avant de dire que c'est un syndrome de l'intestin irritable. Alors, vous pouvez, par exemple, si vous voulez chercher une anémie, vous ne pouvez pas cliniquement détecter que c'est une anémie à 10,5. Donc, si vous ne faites pas une numération, vous ne pouvez pas dire que c'est un syndrome de l'intestin irritable. Donc, vous devez éliminer une anémie par la biologie. Donc, la biologie, et donc ça c'est la démarche diagnostique, en fait, on va chercher les symptômes qui sont compatibles, on va chercher les symptômes qui sont incompatibles avec le syndrome de l'intestin irritable, et on va faire un bilan biologique obligatoire. La question qui reste, c'est quand est-ce qu'on fait la coloscopie. Et donc ça, c'est obligatoire. D'accord? Donc j'espère que j'ai apporté des clarifications importantes. Donc sur le plan sémiologique, en fait, le syndrome de l'intestin irritable,
il est composé, il y a tout le temps une douleur abdominale. Ça, c'est très important pour faire la différence entre un ballonnement fonctionnel et un syndrome de l'intestin irritable. La douleur est tout le temps présente dans un syndrome de l'intestin irritable. C'est la douleur plus trouble de transit, que ce soit constipation ou diarrhée, et plus ou moins ballonnement. Mais si vous avez que le ballonnement, ça s'appelle un ballonnement fonctionnel. D'accord? Donc la douleur, elle est obligatoire. C'est le signe quasiment obligatoire pour poser le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Souvent, il est associé au ballonnement. Il peut être de type contracture, spasme, tension intolérable, et il peut siéger au niveau de l'hypocondre droit, l'hypocondre gauche, au niveau du transverse. Et souvent, c'est des patients qui vont avoir des examens complémentaires et on sait que ces patients-là vont être plus opérés d'une lithiase vésiculaire, d'un fibrome utérin, parce qu'on a trouvé des choses à cause de la douleur du syndrome de l'intestin irritable. Alors, il y a une caractéristique qui est très importante des douleurs abdominales que vous devez connaître, c'est le fait que la douleur abdominale au cours du syndrome de l'intestin irritable n'est jamais nocturne. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un qui a des douleurs nocturnes, il faudrait se méfier. D'accord? C'est une douleur typiquement qui arrive après le repas, qui est matinale, qui réveille le matin, mais qui n'est pas nocturne. Alors, quand c'est nocturne, il faudrait suspecter une cause organique. Ça, c'est très important pour la simple raison que le syndrome de l'intestin irritable est une pathologie fonctionnelle. Le soir, on est moins stressé, donc on a moins de douleur. Et si le malade est réveillé par la douleur, oubliez le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable, il faut aller vers les investigations. Alors, parfois, la douleur dure quelques minutes à quelques heures, parfois. Typiquement, c'est soulagé par l'émission de gaz, par l'émission de sel, par la détente, par le repos. Et typiquement, les malades vous disent que ça s'est accentué lors du stress et lors des examens. Alors, le ballon abdominal, c'est un symptôme qui est très fréquent, qui est associé aux douleurs abdominales. Alors, pour compléter syndrome de l'intestin irritable, il faudrait avoir douleur abdominale obligatoirement, plus ou moins ballonnement abdominal et des troubles de transit. D'accord? Donc, c'est très fréquent. Ça peut être un ballonnement de tout l'abdomen ou un angle. Ça peut donner une gêne postprandiale, une distension douloureuse très violente et parfois, c'est amélioré, souvent amélioré par l'émission de gaz. Mais il faudrait faire attention au diagnostic différentiel qui est dangereux ici, qui est le syndrome subocclusif. Dans le syndrome subocclusif, les gens ont une amélioration après émission de gaz. La différence, c'est qu'il y a un péristaltisme que dès qu'il est le patient, vous dit « j'ai quelque chose qui se contracte au niveau d'un segment intestinal » et c'est ça la différence avec en fait le ballonnement abdominal. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai un ballonnement abdominal », il faut poser quelques questions pour dire « est-ce que vraiment c'est un ballonnement abdominal ?» Alors, s'il vous dit « j'ai un ballonnement qui est épigastrique », là, on est plutôt dans la dyspepsie. On n'est pas dans le ballonnement abdominal qui est associé au syndrome de l'intestin irritable. Et puis, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai un ballonnement abdominal », parfois c'est une façon de vous dire que j'ai un peu grossi. Alors, il faut voir le panicule adipeux abdominal. Donc, il faut vérifier effectivement, est-ce que c'est un ballonnement abdominal? Est-ce que ce n'est pas une gastroparésie chez un diabétique qui vous dit, voilà, j'ai un ballonnement abdominal? Et puis, il faudrait examiner votre patient, il faut voir s'il n'y a pas d'acide ou autre chose. Et puis, vous avez le troisième élément, on a dit douleur abdominale, ballonnement abdominal, et puis les troubles de transit. Et là, vous avez 3 types de syndrome de l'intestin irritable. Vous avez la forme avec constipation, la forme avec diarrhée et la forme mixte. D'accord? Et ça, c'est très important. Il faudrait absolument vérifier quel type, puisque vous allez voir que le bilan biologique qui est obligatoire va dépendre du sous-type du syndrome de l'intestin irritable. D'accord? Et puis, ce qui fait la particularité du syndrome de l'intestin irritable, comme c'est lié à ce fameux axe cerveau-intestin, il y a beaucoup d'autres manifestations. Il y a des manifestations digestives extracoliques. La première à retenir, c'est la dyspepsie, d'accord? La dyspepsie fonctionnelle. Vous avez les gens qui peuvent avoir des nausées, mais jamais de vomissements. Ils peuvent avoir des sensations de boule dans la gorge, de la mauvaise haleine, un prurite anal, des proctalgies fugaces. Et puis, vous avez des manifestations extradigestives et souvent, vous avez de la fatigue chronique, de la dyspareunie, des palpitations, parfois
les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils vont voir au départ un cardiologue et pas un gastroentérologue ou un médecin généraliste. Alors, pour les scores diagnostiques, ils sont bien pour avoir une idée. Donc, on peut utiliser les scores diagnostiques pour le syndrome de l'intestin irritable, et notamment le score de Rome 4, d'accord? Alors, le score de Rome 4, il associe douleur abdominale chronique ou inconfort, au moins un jour par semaine dans les 3 derniers mois, associé à au moins 2 éléments, amélioré par la défécation et début associé avec une modification de la fréquence des selles ou début associé avec une modification de l'aspect des selles. D'accord? Et il faudrait voir cette diapositive qui est très importante. Regardez ici, quand vous avez des patients qui répondent aux critères de ROMCA. C'est pour ça que j'ai dit que la réponse était incomplète, puisque si vous prenez que la première partie et vous ne voyez pas est-ce qu'il y a des signes d'alarme, regardez, quand vous avez des signes d'alarme, ben vous avez 27% de pathologie organique. Mais le plus important à retenir, c'est ça. C'est le 15% des pathologies organiques, même quand vous n'avez pas de signe d'alarme. Ça veut dire que quand vous traitez comme syndrome de l'intestin irritable et que le patient ne s'améliore pas, rappelez-vous, même s'il n'a aucun signe d'alarme, il y a des risques que ce soit pas un syndrome de l'intestin irritable, que ce soit une maladie organique. Et donc pour ça, il faudrait connaître les signes de gravité. Ces signes de gravité qui vont nous orienter, c'est des signes d'alarme qui vont nous orienter essentiellement. On a dit que la biologie elle est obligatoire, on va la détailler, mais elle va nous obliger à faire une coloscopie. D'accord? Alors, quels sont ces signes-là? C'est des symptômes qui surviennent après 50 ans. Il n'y a pas de syndrome de l'intestin irritable qui apparaît après 50 ans. Si vous avez 50 ans et vous avez mal, il faut absolument faire une colo. Si vous avez 50 ans et vous n'avez pas mal, ben, il faudrait faire un dépistage du cancer colorectal, pas obligatoirement avec une colo. Mais quand c'est symptomatique, il faudrait faire une coloscopie. Quand il y a quelqu'un qui a un syndrome de l'intestin irritable, quelque chose qui ressemblait, selon les critères de Rome 4, un syndrome d'intestin irritable, mais il y a un changement ou une aggravation de la symptomatologie. Là, il faudrait être vigilant et demander une coloscopie. Une perte de poids, des signes nocturnes, l'histoire familiale, ça c'est très important, quelqu'un qui a des frères ou des sœurs qui ont un cancer du côlon. Bien sûr, absolument intolérable de poser le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable chez quelqu'un qui a l'anémie, méléna ou rectorragie. Ce n'est pas compatible avec un syndrome de l'intestin irritable et même avec un déficit en fer. D'accord? Si vous avez une ferritine qui est basse, on ne peut pas retenir le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi rechercher les signes d'alarme? C'est pour rechercher en fait les diagnostics différentiels. Et les diagnostics différentiels, celui qui nous fait peur tous, c'est quoi? C'est le cancer colorectal et bien sûr son précurseur qui est le polype. Donc ça c'est très important. Alors il y a un piège classique, mon patient ne peut pas avoir de cancer parce qu'il est en bon état général. Non, je viens de voir un cancer colorectal qui est obèse. Ça, il faudrait le découvrir à cette étape-là. Il ne faut pas attendre que le patient maigrisse, parce que ça, c'est un signe d'avancement de la maladie, d'accord? Bien évidemment, la symptomatologie est identique avec le syndrome de l'intestin irritable. Il faudrait surtout voir les antécédents familiaux et personnels. Et bien évidemment, chaque douleur abdominale au-delà de 50 ans qui ressemble à un syndrome de l'intestin irritable, il faudrait demander une coloscopie. Les maladies inflammatoires de l'intestin, ça c'est un piège classique. Mais si vous faites ce qui est recommandé, ça veut dire la calprotectine, ben vous allez détecter toutes les maladies inflammatoires de l'intestin. Ça, ce n'est pas un problème. La maladie cœliaque, là aussi, c'est un piège classique, mais il est recommandé de faire des anticorps antitransglutaminase à chaque fois que vous avez quelque chose qui ressemble à un syndrome d'intestin irritable avec diarrhée ou forme mixte. Donc là, si vous suivez les recommandations, vous ne pouvez pas rater le diagnostic différentiel. Par contre, pour le SIBO, là, bien évidemment, il faudrait des explorations qu'on n'a pas au Maroc. Il n'y a pas de test d'hydrogène. C'est très compliqué. Donc, ce qu'on a, c'est qu'il faudrait avoir une suspicion clinique élevée, ce qu'on appelle un index de suspicion clinique qui est élevé, parce que souvent, le SIBO, il survient chez des patients qui ont des facteurs de risque. Ils sont immunodéprimés, ils ont des troubles moteurs, ils ont des maladies de système, par exemple comme la sclérodémie, ils ont déjà été opérés, ils ont des fistules entéro-entérales. Donc, ceux-là, il faudrait se dire,
S'ils ont quelque chose qui ressemble à un syndrome de l'intestin irritable, attention, est-ce que c'est un SIBO? Parce que la sanction n'est pas la même, on traite par antibiothérapie. D'accord? Et puis, vous avez les diagnostics différentiels, malheureusement, qui sont difficiles à détecter, et surtout les pancréatopathies. D'accord? Quand vous avez quelqu'un qui a des douleurs abdominales, parfois de la diarrhée, parfois c'est une pancréatite chronique. C'est un cancer du pancréas débutant. Et là, bien évidemment, je vous invite à être très vigilant, surtout chez quelqu'un, un homme, plus de 50 ans, et surtout s'il prend de l'alcool. À ce moment-là, il faudrait penser à ce diagnostic différentiel. Et puis, vous avez les colites microscopiques. En fait, ces deux entités, c'est la colite à collagène et les colites lymphocytaires. En fait, elles sont très fréquentes. Dans le syndrome de l'intestin irritable, 7% des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils ont une colite microscopique. Et il y a quasiment 30% des patients qui ont une colite microscopique, qui ont un syndrome de l'intestin, qui ont une colite microscopique. Alors, quelle investigation? Très rapidement, le bilan en pratique, ça c'est l'obligatoire. Tout patient, avant de le déclarer ayant un syndrome de l'intestin irritable, il faudrait faire ça. Au moins une numération, une CLP ou une VS, examen parasitologique des selles, obligatoire, surtout dans la forme avec diarrhée ou mixte. Sérologie de la maladie cœliaque, quand vous avez un syndrome de l'intestin irritable, diarrhée ou mixte, et de la calprotectine fécale. Les Américains le demandent pour tout le monde, mais c'est obligatoire quand vous avez une forme avec diarrhée ou une forme mixte. Donc ça, c'est le bilan, il est obligatoire. La coloscopie, elle n'est pas obligatoire, mais elle est dans ces cas-là. Plus de 45 ans, des antécédents familiaux, une perte de poids, bien évidemment, méléna, rectorragie, des styles qui sont nocturnes, de l'anémie, et bien évidemment, si vous avez des anomalies de l'examen clinique. Alors, pour le traitement c'est un grand chapitre, et en fait, le traitement, dès le départ, il faudrait se mettre d'accord avec le patient, comme quoi le traitement, il est suspensif. On ne guérit pas un syndrome de l'intestin irritable, on améliore les symptômes. Et donc, il faudrait s'assurer que ce n'est pas autre chose qu'un syndrome de l'intestin irritable. S'il a des signes d'alarme, il faudrait demander une coloscopie, et puis lui expliquer que c'est une pathologie qui est par essence chronique, qui est fonctionnelle, et que vous aurez des symptômes qui vont être récurrents. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour la diététique, ça, c'est aussi très important. Il n'y a pas beaucoup de recommandations diététiques. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de conférences sur la diététique et syndrome d'intestin irritable, mais quand vous voyez les recommandations, il y a très peu de recommandations scientifiques. Et ça, c'est les recommandations anglaises qui disent qu'il ne faut pas sauter le repas, qu'il faudrait boire beaucoup de liquide, beaucoup d'eau, qu'il faut limiter la prise de thé et de café, qu'il ne faut pas prendre d'alcool et qu'il faudrait limiter la prise de fibres. Parce que parfois, je vois des médecins qui demandent aux patients de prendre des fibres insolubles. D'accord? C'est très mauvais pour le syndrome d'intestin irritable. Ça aggrave le ballonnement. D'accord? Pardon? Non, faut pas. Non. En fait, quand on parle de fibres, on parle de fibres solubles, pas d'insolubles. D'accord? Puis limiter la prise de fruits frais, d'accord? Et diminuer le sorbitol. Alors, pour les fibres, voilà, j'ai mis la diapositive. Ce qui est recommandé, c'est les fibres solubles et pas les fibres insolubles, d'accord? Ça améliore le syndrome de l'intestin irritable. Et puis, pour le ballonnement abdominal, vous avez des aliments à proscrire quand le ballonnement est vraiment gênant. C'est les haricots blancs, le chou, les oignons, le céleri, carottes, raisins secs, pruneaux, bananes, abricots, germes de blé. En fait, c'est des aliments qui sont fermenticibles et qui produisent des gaz. Et puis, vous avez le traitement en agissant sur le microbiote. Comme vous savez, on peut moduler en fait le microbiote, soit par des probiotiques, soit par des prébiotiques, soit par des symbiotiques, soit par la transplantation fécale, mais seuls les probiotiques sont utiles dans le syndrome de l'intestin irritable. D'accord? Alors, il y a plusieurs familles. Il y a la famille Lactobacillus, il y a le Bifidobacterium, il y a d'autres micro-organismes comme le Saccharomyces cerevisiae et le Bacillus clausii. Et regardez, on a plein de méta-analyses qui prouvent que en fait, donner des probiotiques marche très bien sur le syndrome
de l'intestin irritable. Regardez ici, ça c'est une méta-analyse où il y a une amélioration par rapport au placebo de 50% dans les symptômes globaux du syndrome de l'intestin irritable. Une deuxième étude où vous avez une diminution spécifique de la douleur de 70%. D'accord? Alors, quel probiotique utiliser? Là, on a une méta-analyse de 2021 où il y a les probiotiques qui marchent le mieux. Il y a en fait le Bacillus coagulans, le Lactobacillus plantarum, le Saccharomyces boulardii et le Saccharomyces cerevisiae. C'est ceux qui marchent pour le syndrome de l'intestin irritable. Alors, beaucoup de recommandations. Alors, le niveau le plus haut en fait, de l'évidence médicale, c'est les recommandations. Et on a plein de recommandations pour les probiotiques dans le syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'est le groupe international. Vous avez les recommandations coréennes, japonaises et récemment les recommandations anglaises qui disent que pour traiter un syndrome de l'intestin irritable, il faut donner des probiotiques à 12 semaines. Il ne faut pas le donner une semaine ou deux, c'est 12 semaines. Et si ça ne marche pas, on change de classe. Deuxième classe, donc première classe, c'est les probiotiques. Deuxième classe, c'est les antispasmodiques, traitement que vous utilisez tout le temps. Ça améliore les douleurs abdominales et puis le score de gravité. Bien évidemment, il faut savoir qu'il y a des effets indésirables. Là aussi, recommandé par la Société américaine de gastroentérologie et aussi par la Société française de gastroentérologie, en fait, qui a demandé une méta-analyse où les antispasmodiques ont un rôle important dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Troisième traitement qui existe au Maroc, mais pas pour la forme, pour le syndrome de l'intestin irritable. Alors, il faut savoir que la rifaximine, on peut la donner que pour le syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée. D'accord? Dans la forme avec constipation, ça ne marche pas. Rifaximine. Ceux qui ont utilisé la rifaximine dans la salle, vraiment une minorité. Vous l'avez utilisé très très rarement parce qu'on a, de un, très peu de syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée. D'accord? Deuxièmement, parce que la posologie qui existe au Maroc, c'est du 200 mg qui est beaucoup plus adapté à l'encéphalopathie hépatique. En fait, on devrait donner 550 mg 2 à 3 fois par jour, uniquement quand on a un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée. Avec diarrhée. Non, le SIBO, c'est autre chose que le syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée. Je vous donne le cadre du syndrome de l'intestin irritable, mais ce n'est pas la même chose. Le SIBO, ce n'est pas équivalent au syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée. Pour dire que c'est un SIBO, il faut prouver qu'il y a un test à l'hydrogène qui est positif. D'accord? Et là, on ne l'a pas pour le syndrome de l'intestin irritable. Pardon? 550 mg, ça fait 3 comprimés de 200. D'accord? Mais c'est exceptionnel qu'on l'utilise. Alors, je l'utilise quand je pense, parce qu'il y a déjà un problème pour confirmer le diagnostic du syndrome du SIBO. Donc, quand je pense que c'est un SIBO, j'utilise la... Pardon? Alors, le SIBO, c'est le syndrome de pullulation microbienne. Ce que j'ai expliqué quand on a quelqu'un qui a soit des fissures entéro-entérales, qui a de la sclérodermie, qui a des troubles de motilité, qui a des troubles immunitaires, on peut avoir ce genre de problème. S'il vous plaît, les questions. Les questions à la fin. Alors, les antidépresseurs, ça marche pour le syndrome de l'intestin irritable, mais c'est un traitement de deuxième ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un traitement de deuxième ligne? Il faudrait faire une colono avant de le prescrire. D'accord? Ça marche très bien, en dehors d'avoir le fait d'avoir une dépression associée. On le donne pour le syndrome de l'intestin irritable. D'accord? Vous voyez ici la recommandation du Collège américain de gastroentérologie. Donc, vous avez la rifaximine, les probiotiques, les antispasmodiques en première ligne. Ça, c'est pour la douleur. Et puis, vous allez traiter les troubles de transit et le ballonnement. Alors, bien évidemment, on va donner un antidiarrhéique pour les patients de l'opéramide, pour les patients qui ont un syndrome d'intestin irritable avec diarrhée. Et puis, on va donner un traitement pour le ballonnement pour les patients qui ont un ballonnement abdominal. On a dit que c'est très fréquent au cours du syndrome d'intestin irritable. Alors, ce qu'on a, c'est le charbon activé, en fait, qui est créé en chauffant du charbon commun pour améliorer sa porosité au gaz. Et en fait, il va capter les petites bulles de gaz. Et l'association de charbon activé avec, par exemple, du magnésium, il a été prouvé que ça marche sur le ballonnement abdominal. Alors, ce qu'il faudrait que vous reteniez, c'est que quand vous avez un syndrome de l'intestin irritable, vous allez traiter les symptômes globaux. Les symptômes globaux pour les traiter, donc vous avez
avec diarrhée. Ça, c'est la première ligne. Et vous allez traiter les troubles de transit. Si vous avez de la diarrhée, vous allez traiter de la diarrhée. Si vous avez de la constipation, vous allez traiter la constipation. Et si vous avez le ballonnement abdominal, vous allez traiter le ballonnement abdominal. Si ça ne marche pas, on passe à un traitement de deuxième ligne. Et pour passer à un traitement de deuxième ligne, il faut absolument, comme on l'a dit, il faut absolument avoir une coloscopie parce que souvent, c'est un traitement antidépresseur ou anxiolytique. Il faut absolument avoir une coloscopie parce que si vous donnez un traitement antidépresseur chez quelqu'un qui a un cancer du côlon, il n'a plus aucun symptôme. D'accord? Parce que vous agissez sur la sensibilité viscérale. Alors, pour les patients qui ont beaucoup plus de ballonnement abdominal que de douleur, parce que je vous ai dit que pour parler de syndrome de l'intestin irritable, il faut absolument avoir de la douleur. Il y a un autre cadre nosologique où on a très peu de douleur, mais beaucoup de ballonnement abdominal. Ça s'appelle le ballonnement fonctionnel. À ce moment-là, les probiotiques ne marchent pas. Ce qui marche, c'est les antispasmodiques et le charbon activé associé à du magnésium. Et bien évidemment, l'éviction des aliments que je vous ai cités. D'accord? En fait, tous les aliments qui sont fermentescibles, qui vont provoquer la production de gaz. Voilà, j'ai fini. Merci. Voilà, donc j'ai fini. Merci. Donc c'est... Donc, merci, professeur Tahir, pour cet exposé. Et merci de répondre toujours favorablement pour la formation continue. Je crois qu'on a droit aux questions. Bonjour. S'il vous plaît, la durée du... Merci. Et je remercie les laboratoires Esna Pharma pour avoir sponsorisé ce sujet. Alors. Bonjour, je vous remercie. Juste pour la durée du traitement en cas de syndrome d'intestin irritable plus diarrhée. Alors, ce qui est recommandé, si vous donnez de la rifaximin, c'est des cures de 8 semaines. D'accord? Si vous donnez au traitement, ce qui est recommandé, c'est entre 8 et 12 semaines. D'accord? Les probiotiques, il ne faut pas donner 15 jours de traitement et dire que ce n'est pas efficace. Il faut donner au moins 12 semaines. D'accord? S'il vous plaît, pour la forme avec constipation, vous n'avez pas parlé de traitement parce qu'on a trouvé qu'on donne l'érythromycine. Non. L'érythromycine ne marche pas. L'érythromycine, ça marche très bien dans le SIBO. Ça marche bien. Dans le SIBO. Quand vous avez une pullulation microbienne, mais souvent, quand vous avez un SIBO, vous avez plutôt de la diarrhée que de la constipation. D'accord? Oui. S'il vous plaît, la durée de traitement avec le charbon activé, en cas de ballonnement plus que... C'est la même chose, c'est entre 8 et 12 semaines. S'il vous plaît, monsieur, vous avez dit qu'il ne faut pas donner le pain, les fibres. Qu'est-ce qu'on peut donner comme pain pour ce syndrome du côlon irritable? Du pain blanc. Blanc khala. Blanc khala. Ça fait, merci. Alors, le traitement dans les recommandations, c'est toujours entre 8 et 12 semaines. Pour les antispasmodiques, j'y vais à 8 semaines. D'accord? Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est de respecter les lignes. D'accord? Parce que je vois parfois des prescriptions d'antidépresseurs avec un antispasmodique. D'accord? Une dernière question, voilà. S'il vous plaît. Est-ce que la recherche... voilà, je suis là. Ouais. Est-ce que la recherche de HP peut faire partie du bilan du syndrome de l'intestin irritable? Non, c'est deux choses différentes. Même avec dyspepsie? Non. Si vous avez une dyspepsie, vous allez raisonner comme dyspepsie. Si vous avez quelqu'un qui a une dyspepsie associée à un syndrome de l'intestin irritable, oui, vous allez rechercher l'HP parce que vous avez une raison valable de le faire. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui répond juste aux critères de ROM4, qui a des douleurs abdominales, des troubles de transit, il n'y a aucune raison d'aller chercher l'Helicobacter pylori. D'accord? Mais si c'est associé avec des signes dyspepsiques, oui, il faut rechercher l'Helicobacter pylori. Et si vous le trouvez, bien évidemment, il faut le traiter. Ok, on va passer à la dernière question. Merci, professeur, pour votre exposé très intéressant. Je vous demande quelle est la place de la sulpéride dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'est au-delà des antidépresseurs, ça, c'est des neuroleptiques et c'est vraiment en deuxième ligne. Parce que là encore, on voit beaucoup d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de neuroleptiques à faible dose dans les ordonnances de première ligne. Et ça, c'est parfois on masque des douleurs et parfois c'est un polype, c'est un gros polype ou quasiment un cancer. D'accord? Merci. Merci. Voilà.